deuxième crime comme ce système-là. Mais on peut réussir le pari de l'organisation en faisant preuve d'ingénierie sociale. Tout simplement, je n'ai pas besoin d'aller dans les détails. On a un politologue qui pourra nous faire un bon exposé dans ce sens-là. Mais tant qu'on ne va pas réussir ce pari de l'organisation, on reviendra encore des années ici là pour mettre en relief tous les mots qui n'est le Congo. Mais on peut réussir l'organisation là uniquement si on a la capacité de rassembler les patriotes. Moi, je ne crois pas à l'union de tous les Congolais parce que vouloir unir tous les Congolais, c'est aussi vouloir accepter que même Kiki aussi fasse partie de l'organisation, que Mboulou aussi fasse partie de l'organisation. Et vous êtes sûr et certain que tant que ces profils-là feront partie de l'organisation, l'échec sera factuel. Donc je ne crois pas à l'organisation, à l'union de tous les Congolais. Cependant, je crois à l'union des patriotes. C'est-à-dire on va bannir des comportements comme la publicité. Parce que nous le voyons. Aussi c'est ça. C'est des acteurs, que ce soit parfois de la société civile, ou des activistes, ou des opposants, qui sont publics. Ah, je connais mon grand du quartier, qui est ministre, bon, il va venir à la place de Paris. Bon, je laisse un peu mon costume d'activiste ou d'opposant. Bon, je vais poser avec mon grand. Et lorsque ce grand-là va me filmer, il va me montrer à Télé Congo, on va penser que tous les activistes, tous les opposants sont des convaincus. Donc, tant qu'on aura des profils aussi de ce genre dans les groupes d'organisation, on est sûr et certain qu'on va largement échouer et on reviendra encore ici là en se perdant d'illusions et en croyant que ce système-là est fort. Non, ce système-là profite des failles et des comportements à bannir que nous développons et que nous manifestons au quotidien. Donc je reviens encore pour conclure en disant que le problème de ceux qui s'opposent à ce système, c'est de réussir le pari de l'organisation. Tout simplement. Et on doit nous organiser en tant que patriotes, en rassemblant des patriotes. Lorsqu'on est patriote, à un moment donné, si le destin de la lutte nécessite à ce que tu t'asseyes à côté, tu laisses la place à l'autre, tu dois t'asseoir à côté et laisser la place à l'autre. Le Sénégal nous a montré le parfait exemple. C'était une dynamique qui se réalisait contre le système tyrannique de Macky Sall. On a bien vu un Ousmane Sonko se dire, bon, là j'ai fait ma part, s'il fallait que... Bon là, je pense que c'est Diomaye qui doit poursuivre. Il est resté derrière et il a accompagné. Ça fait partie du leadership aussi. Donc tant que les Congolais ne vont pas intégrer ce genre de choses dans leur manière de voir, dans leur manière de gérer, on aura toujours ces problèmes-là. Donc je salue vraiment les interventions de qualité que j'ai écoutées ici et j'invite tous les Congolais qui sont là à faire preuve de patriotisme. Et c'est ce patriotisme-là qui va nous aider à réussir le pari de l'organisation. Et une fois ça c'est fait, je pense que ce système-là pourra aller à Dubaï, où ils vont faire dans les navires, se retrouver dans un pays mondial en changeant de nationalité, en utilisant des noms d'empreintes, comme nous savons le faire lorsqu'il s'agit de dissimuler notre argent. Merci beaucoup. Je suis un peu ému parce que je ne participe pas à ce genre de réunion. J'ai répondu à l'appel de mon frère Guy parce que je l'ai suivi, je le suis depuis un certain moment sur les réseaux sociaux. Et moi, comme je me manifeste régulièrement sur les réseaux sociaux, parce que je suis homme de Dieu, alors son discours m'a intéressé. Et parce que je suis aussi toutes les activités, comme je suis congolais, je suis la politique de mon pays, bien que je ne sois pas homme politique. Mais je suis intéressé, parce que c'est mon pays, et je suis nationaliste. Alors je suis là pour dire d'abord bravo à mon frère Guy pour ton initiative que j'adhère. Comme tout le monde, j'ai regardé les sujets qui ont
affichées. Pour être court, ce qui devrait nous intéresser ici, ce sont les pistes et les solutions. Et je reviens en plus sur ce que les collègues ont avancé ici. Il faut que nous soyons patriotiques, que nous aimons notre pays, parce que nous savons tous que le pays est dans le chaos à cause des gens qui sont corrompus. Il y a des corrompus. Il y a plus de corrompus qu'autre chose. Donc, que nous fassions appel à ceux qui adhèrent à l'initiative de notre frère, que nous adhérons. Donc, il n'y ait pas des carapaces, parce que le pays souffre. Si nous sommes ici, on n'est pas au pays, mais ceux qui sont là-bas souffrent. Donc, mes frères, soyons patriotiques. Ayons l'amour pour le pays. Et il y a des solutions. Je vous assure. Et ça, c'est des choses qu'on parlera en interne. Il y a des solutions pour notre pays, pour délivrer notre pays de ce chaos. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette intervention. Moi, je retiens certaines choses que je vous permets de partager avec vous. On a demandé à ce que nous soyons patriotes. On nous a demandé de prendre des actions plutôt que des pionniers comme on est habitué à faire, très souvent, avec de beaux discours. J'ai deux choses à vous partager en attendant que nous écoutions ensemble ce grand appel. La première chose, c'est il y a quelques années, je me faisais la réflexion. Je me disais, j'ai fait mon primaire, j'ai fait le collège. Je n'avais jamais su de quel village, de quelle province que je provenais. J'ai eu des amis avec qui nous sommes très très bien épanouis, on grandit ensemble, on s'est très très bien amusés. Et c'est arrivé à la vingtaine qu'on a commencé à s'identifier. Et dans cette identification, j'ai perdu des amis. J'ai perdu des amis. Pourquoi? Parce que notre pays a été emmené à un niveau de bassesse où on nous a appris que certains de nos frères, certains de nos amis, de certaines régions, certaines ethnies n'étaient pas nos amis, n'étaient pas pour nous. Et ce discours continue jusqu'aujourd'hui. Ce discours continue jusqu'aujourd'hui. Et si c'est quelque chose que nous devons dire à nos parents, à nos enfants, et j'ai presque envie de vous dire que nous nous trompons et perdons et nous n'allons jamais gagner. Nous n'allons jamais gagner parce que le changement, c'est aussi cette mentalité qu'on va avoir et qui nous divise depuis des années de croire qu'un frère de notre région est notre ami. La deuxième chose que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est la développement de la carrière. Vous l'avez peut-être déjà lu tous. Mais je vais la résumer. Celui qui est allé voir la lumière est sorti de la caverne pour voir la lumière. Il est redescendu dire aux autres, j'ai vu la lumière. Je pense qu'il y a une issue. On peut s'en sortir. Ceux qui étaient dedans, lui ont dit non. On ne te croit pas, on va rester là-dedans. Et ils ont payé. Et si je transpose ça, c'est ce qui nous est tous arrivé dans la diaspora, dans notre vie quotidienne, parce que notre zone de confort a pris tellement d'espace qu'on a souvent peur de sortir de notre zone de confort, là où il va se passer les vraies choses. Et cette zone de confort, c'est aussi se dire un jour, dans les discours que j'ai écoutés ici, stop, faisons différemment. Stop, effaçons-nous, accompagnons quelqu'un. L'exemple du Sénégal, pour nous qui étudions un peu le leadership, c'est un exemple qui reste probant de se dire qu'on est capable de s'effacer à un moment donné, peu importe son aura, peu importe ses moyens, peu importe sa richesse, laisser la place à la personne qui a déjà des acquis. Sans plus tarder, M. Yves Mafiba m'a dit qu'on va faire appel à cette salle sur les applaudissements.
Je commencerai par faire quelques observations. La première observation, c'est de dire ceci. J'ai appris du haut de mon âge aujourd'hui que j'ai beaucoup voyagé. Un peuple doit être acteur de son histoire. L'histoire du Congo, le peuple congolais a souvent été acteur. Il faut relire l'histoire du Congo. Moi qui me suis passionné au contentieux historique, c'est ce que j'ai compris, raison pour laquelle tout à l'heure, j'ai fait allusion à mes 20 ans, lorsque j'ai accompagné modestement maître Boudino Masengwe de Kondi Akala, à l'époque, sans chercher à savoir d'où il venait, pour libérer le pays de l'époque et avoir la conférence nationale. Deuxième observation, je tiens à vous remercier, vraiment à vous remercier. Lors de ma petite annonce de 3 minutes, il venait de vous dire tout à l'heure, vous allez constater qu'il y a beaucoup de jeunes qu'on ne voit pas souvent dans ce genre d'activité, qui sont autour de ma modeste personne. Parce que c'est eux qui m'ont dit un jour, mais mon frère, pourquoi tu n'oses pas? Pourquoi tu ne te mets pas au premier plan? Et je tiens à remercier le fait que aujourd'hui on se retrouve avec des figures politiques, des figures de la société civile, des intellectuels, des individualités, bref, tout ce qui constitue les forces vives d'une nation. Et on n'est pas seulement dans cette salle. Grâce à la révolution numérique, aujourd'hui on est suivi à Kinkala, à Madingu, à Dolizy, à Pointe-Noire, à Brazzaville, à Ngo, à Djombala, à Ouando, à Ouesso, à Ifondo, à Epena, partout dans la République. Ça veut dire que les âmes sont avec nous. Le frère venait de dire tout à l'heure. Mon frère Grégoire, c'est à travers les réseaux sociaux que nous sommes, que nous échangeons. Je vous remercie. Troisième observation, je suis Guy Magloire Mafimba Motoki, fils de M. Mafimba Gabriel et de Milapé Joséphine. Je suis un pur produit de l'État-providence. Je ne suis pas venu ici, c'est pas parce que mes parents avaient du pognon, passez-moi le terme, pour m'emmener en France. Non, l'État-providence qui m'a mené en France, qui a fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui, et j'ai des enfants. Je construis une vie. Je suis redevable de ce pays. Je suis redevable du Congo-Brazzaville. Et le temps est venu pour nous, pour moi, de rendre l'ascenseur. Parce que ceux qui sont aux affaires aujourd'hui ont bénéficié de l'État-providence qui prive aujourd'hui aux Congolais. Voilà une de mes raisons. Raison pour laquelle j'ai toujours dit, la politique pour moi c'est sacerdoce. Nous devons arriver à cette finalité. Et enfin, une observation, nous ne sommes pas ici par hasard. Vous savez, nous sommes premier arrondissement. Il y a le Louvre, place de la Concorde, Opéra, Palais Royal. C'est pas par hasard, je peux vous dire, je peux vous garantir. L'histoire de ce pays-ci, c'est ici. Place de la Concorde, ceux qui connaissent l'histoire, ils savent comment ça s'est passé. Le Louvre, ils savent comment les bâtisseurs ont fait de ce pays ce que nous sommes aujourd'hui en train de, plus ou moins, d'en bénéficier. Et nous ne sommes pas par hasard à Paris. C'est pas par hasard que nous décidons avec les amis de 3 ans, 2 ans, ils venaient me dire, Franck Tchana, depuis 3 ans on en parle, que nous avons décidé de lancer cet appel, ce grand appel patriotique, sinon ce manifeste. C'est parce que, souvenez-vous, De Gaulle, la France est occupée, c'est à Brazzaville que De Gaulle a lancé la capitale, a institué Brazzaville, capitale de la France libre. Et quand je suis revenu ici, après les événements de 2015, je vous
je mets de côté les détails. En 2015, quand je suis revenu ici, la première manifestation, je crois que beaucoup se souviennent, j'ai dit Paris sera la capitale du Congo-Brazzaville libre. Il y a 10 ans de cela. Je pense que le temps est venu. Et comme les conditions, pour moi, subjectives et objectives sont réunies, pour que ceux qui ont l'effectivité du pouvoir comprennent que le Congo est un patrimoine commun. Le Congo nous appartient à tous. Il n'y a pas que 5000 alternatives, il y en a 2. Où on reste, on se met ensemble, on discute pour trouver ce qu'on appelle un compromis politique historique pour sortir par le haut. Ou bien entendu, le peuple congolais, je vous disais tout à l'heure, va écrire une nouvelle page de l'histoire de son pays. Que Dieu m'entende. Nous sommes tous les fils de la promesse. Parce que la nation congolaise, c'est une nation de promesse. Mes chers compatriotes, il y a 64 ans, en République du Congo, une passion, une énergie, un désir de changement animait l'ensemble de notre peuple. 64 ans. Ce changement, à l'époque, s'appelait l'indépendance. Nous brisions enfin nos chaînes. Il y avait une ambiance exceptionnelle qui traversait tout le pays. Il y avait des espoirs multiples. Des possibles étaient attendus. Et ce que je viens de décrire là, je pense qu'il y a des aînés qui ont vécu ça. Mais 64 ans après, toute cette ambiance a disparu. Notre combat, la rencontre de ce jour, le 29 mars 2025, a pour dessein d'activer, d'implémenter ces périodes d'espoir, de grande utopie et surtout, de susciter l'adhésion des Congolaises et des Congolais à un projet commun à construire. Mes chers compatriotes, pourtant l'espoir était permis. Au Congo hier, il y a 64 ans, tout avait si bien commencé. Au lendemain des indépendances, nous chantions l'hymne à la joie. 90% des enfants étaient scolarisés. Les entreprises d'État produisaient et résorbaient le chômage. Au Congo hier, nous avons organisé les premiers Jeux africains, les semaines culturelles, créé l'école nationale normale d'Afrique centrale. Nous avons gagné la Coupe d'Afrique des Nations 72 et celle des clubs champions avec le club athlétique Renaissance et Grand Cara en 74. Hier toujours, nous avions des fontaines publiques et gratuites pour l'eau potable et des dispensaires pour des soins. Je vous fais rire. Les bantous de la capitale, pour les aînés, Negro Band, Circuit Diaz, Sinza de Kotoko, SBB, les groupes amateurs rythmaient ces moments au bar Feignon et ailleurs. La littérature congolaise, souvenons-nous, il faudrait que les jeunes aujourd'hui le comprennent. La littérature congolaise se distinguait dans le monde à travers Jean Malonga, Letembe Mbili, Tikaya Mutonsi. La République du Congo, le Congo que vous voyez là, était en première ligne, mais aussi la base arrière des mouvements de lutte contre le colonialisme et toute forme de domination. Tous ceux qui venaient au Congo, mes chers amis, en tourisme ou au voyage d'affaires, chantaient les louanges de ce beau pays. Tous disaient que le Congo était un pays de rêve. Nous vivions tous ce rêve éveillé, d'autant plus que nous connaissons que le pétrole allait couler à flot. Marien Ngouabi disait, nous allons importer la main-d'œuvre. Et M. Denis Sassou disait, l'autosuffisance alimentaire en l'an 2000. Ça, c'était l'espoir. Et puis il va la conférence nationale. C'était le sursaut d'espoir. La conférence nationale, organisée du 25 février au 10 juin 1991, avait impulsé le pays dans la voie de la démocratisation, en soldant les contentieux historiques relatifs aux multiples violences subies par le peuple congolais.
Ce processus démocratique enclenché en 1990 s'est heurté, malheureusement, au coup de butoir des réseaux de la France-Afrique, auxquels se sont greffés, il faut le dire, le souligner, l'irresponsabilité de la classe politique et surtout les consensus historiques non soldés, ainsi que l'imposture ethnocentriste. Mes chers compatriotes, notre pays va mal. Il est inadmissible qu'aujourd'hui, moins de 10% de la population puisse posséder 90% des richesses nationales en laissant aux autres la misère en partage. C'est tout aussi inadmissible qu'aujourd'hui, tous les secteurs de l'enseignement public soient sinistrés, qu'il est impossible à des jeunes bacheliers de l'intérieur du pays d'accéder aux études supérieures par manque d'universités dans les régions. Il est par ailleurs inadmissible que de très jeunes enfants puissent errer dans nos villes, sans que cela ne préoccupe les pouvoirs publics censés veiller à leur éducation, à leur insertion professionnelle, leur bien-être, d'où, entre autres, les phénomènes de bébés noirs, Koulouna et autres. Il est inadmissible d'entendre dire, de constater, de subir le dénouement dans lequel se trouvent nos services de santé. Il est inadmissible de vivre avec une force publique incapable d'assumer pleinement la mission républicaine, parce que cette force publique est transformée en levier répressif au service du pouvoir. Il est inadmissible, voire criminel, de faire de notre pays le pays le plus endetté par tête d'habitants, de faire payer aux générations futures le fardeau d'une dette soulignée en rouge, odieuse. Voilà autant de choses inadmissibles que font que le Congo aujourd'hui, dans un sinistre total, accentué par une administration corrompue, vivifiant et entretenant cet état de fait. Tout cela se faisant, bien sûr, au détriment de la majorité du peuple, obligé de se réfugier dans la religion, qui n'est plus seulement l'opium du peuple, mais la vitamine de ce même peuple. La religion les nourrit, les habite, rythme leur vie, leur désespoir, leur espoir, les obligeant à négocier en permanence avec les anges. Ce climat de misère est accompagné par certains évêques, il faut le souligner, pasteurs, imams, voire des gourous qui ont tourné le dos à la théologie de la libération. Un courant de pensée théologique chrétienne venu d'Amérique latine, suivi d'un mouvement sociopolitique visant à rendre la dignité et espoir aux pauvres et aux exclus en les libérant d'intolérables conditions de vie. Au Congo-Brazzaville aujourd'hui, mon voisin est devenu mon ennemi. Les politiques sont devenus nos bourreaux. Le soupçon est partout. Un clan familial, les copains et les coquins ont fait même pas sur le pays. L'ambiance est la sinistrose. Tous nos jeunes veulent partir. 70% de ceux qui sortent de l'université n'ont qu'un rêve, un espoir, partir chercher leur pitance ailleurs. L'université a oublié ses missions, celle de répondre aux exigences du moment, de donner le goût de vivre et d'entreprendre au Congo, de mobiliser la jeunesse, de solliciter toutes les intelligences pour pérenniser ses missions. Pour matérialiser cette hécatombe, parce que c'est une hécatombe, les dirigeants politiques ont privatisé l'État. D'aucuns disent même que l'État est devenu une épicerie familiale. Nous disons que l'État est un casino géant, un casino où le jackpot est garanti à tous les coups, où l'on peut faire gagner les copains, les cousins, les neveux, les enfants, les maîtresses, tous qui veulent bien se nourrir sur la bête et regarder le reste du peuple crier famine. Mes chers compatriotes, il faut refonder la démocratie, retrouver la justice, construire la prospérité. Ce manifeste que nous sommes en train de lire a pour vocation de faire bouger les lignes.
il enclenche le temps du devoir et le sursaut patriotique. Ce manifeste, d'aucuns l'ont dit dans la salle, professe que la liberté s'arrache, que nous devons nous réapproprier notre citoyenneté. Ce manifeste se propose de mettre en œuvre une dynamique de changement, comme a su le dire Frantz Fanon. Chaque génération, en tout cas la mienne, elle n'est pas encore montée. Et la vôtre doit, dans une relative opacité, affronter sa mission. Ou on la remplit, ou on la trahit. La mission que nous avons en commun avec les acteurs politiques de la société civile, tels que rassemblés, les intellectuels, les individualités, les hommes de Dieu, bref, toutes les forces vives de la nation, est celle de redessiner les sphères politiques, socio-économiques et culturelles de notre époque pour un Congo libre, uni et prospère. Nous allons vous donner quelques déclinaisons de la feuille de route actuelle pour le changement, pour le processus de changement. Il nous semble nécessaire de rappeler que le Congo est une république, une indivisible, que son identité républicaine devait se reposer sur la souveraineté populaire ainsi que l'intérêt général. Malheureusement, ces principes ont été dévoyés par des pratiques politiques et économiques d'un autre âge. Ces dévoiements ont eu des conséquences désastreuses au sein de notre peuple. Nos concitoyens ne se sentent désormais plus représentés par un système qui les marginalise. Pourtant, jamais les Congolais n'ont autant cherché à penser par eux-mêmes. Ils ne veulent plus d'hommes providentiels. Des hommes enclins à un pouvoir autocratique, narcissique, et qui n'ont pour limite que celle qu'ils veulent s'imposer eux-mêmes. Devant eux, devant ces hommes qui ont l'effectif de le pouvoir, les contre-pouvoirs doivent disparaître. Les opinions divergentes, comme les nôtres, comme la mienne, doivent au contraire se taire à jamais. Dans ces conditions, comment participer à des élections qui sous-entendent en fait la programmation consciente ou inconsciente d'une crise politique, sécuritaire et socio-économique? Pourquoi? Parce que faute de prérequis universellement admis pour des élections libres, justes, équitables et transparentes. Quels sont ces prérequis pour une élection véritablement libre et autre? C'est un fichier électoral fiable, une biométrie, le vote de la diaspora, une commission électorale véritablement indépendante, la neutralité de la force publique et l'inclusivité des élections. En résumé, l'agenda politique électoral que tente de dérouler insidieusement le régime de Brazzaville, et ça je le souligne, porte les germes de violence, donc fondamentalement criminogène. Deuxième élément, pour nous, la libération des prisonniers politiques, notamment le général Jean-Marie Michel Moukoko et André Okomi Salissa, président de l'IDC, l'Initiative pour la démocratie au Congo, tous deux, anciens candidats au scrutin présidentiel de 2016, s'imposent comme une exigence de cohésion nationale. Pour nous, la convocation d'une concertation nationale inclusive pour sortir de l'impasse, tracer les contours d'une transition réparatrice découlant d'un compromis politique historique, première alternative, susceptible de conjurer, je l'ai dit tantôt, le risque manifeste d'une déflagration nationale. Cette transition réparatrice qui aura pour tâche, j'aime bien l'expression de nos jeunes, d'implémenter, de bâtir un projet commun pour la renaissance du Congo. On a commencé à voir quelques indices tout à l'heure. Ainsi, le peuple va retrouver sa liberté qui est confisquée. Une prospérité partagée et ayant pour fondement une justice équitable, l'accès à l'eau, l'électricité, les transports et le logement pour tous, l'accès à l'éducation et la santé pour tous, l'accès à l'emploi et la sécurité pour tous. C'est pourquoi
pour amorcer le changement tant attendu par les Congolais. La dynamique citoyenne propose, PRC en sigle, propose les orientations stratégiques et programmatiques suivantes. Nous proposons, parce que nous sommes un projet, on a besoin de tout le monde. Je ne suis le président de nulle part. Je ne suis que le coordonnateur. Je ne suis que, j'aime cette expression. C'est mon Gabi Baobab, moi je me présente comme le chef de la meute. Donc, ces orientations stratégiques, nous allons vous les déclarer, les publier, les citer en quelques phrases. Parce que nous sommes des gens responsables. Et on est des gens rationnels. Nous leur proposons ceci. Nous allons saisir les essences internationales, l'ONU, l'Union européenne, l'Union africaine, l'OIF, le Saint-Siège, ainsi que tous les partenaires bilatéraux du Congo sur la situation de la République du Congo actuellement. Nous allons adresser un mémorandum auprès de tous nos partenaires multilatéraux et bilatéraux de la République du Congo, bien entendu. Et bien entendu, nous avons proposé, nous allons implémenter la création d'un comité de liaison avec toutes les forces vives de la nation afin, je le souligne en rouge, de définir dès à présent des actions communes de sensibilisation et de mobilisation pour faire bouger les lignes. Mes chers compatriotes, ce manifeste appelle à l'action. Celles et ceux qui sont prêts à relever le défi de la renaissance du Congo. Il est temps de faire des choix essentiels pour notre avenir, pour l'avenir du Congo, l'avenir des Congolaises et des Congolais. Mes chers compatriotes, ce manifeste est un cri en direction du peuple congolais. Un peuple qui a toujours su se redresser et dire non devant les injustices et la servitude volontaire. Il a suffisamment montré notre peuple tout au long de son histoire, une histoire à la dynamique, que la dynamique citoyenne, notre dynamique se propose de poursuivre avec les Congolais dans le cadre d'un pacte républicain scellé selon nos us et coutumes. Enfin, notre combat est de mettre les Congolaises et les Congolais au cœur de notre action citoyenne et politique. Le temps du devoir est arrivé. Le sursaut patriotique s'impose. En tout cas, au nom de toute la coordination de la dynamique projet commun pour la renaissance du Congo, je vous remercie. Je vous remercie d'applaudir ce message, cet appel patriotique. Merci pour ce message. Merci, mesdames et messieurs, à ce grand appel. Je vous invite à présent de vous retourner. Il y a un fait qui est dressé pour un moment de réseautage au cours duquel nous allons échanger, partager, continuer ce que nous avons entendu. On souhaite à tous une belle journée et bon retour pour ceux qui viennent de loin. Et on les a